Bonjour, c'est la crypte Saint-Giron qui servira de cadre à notre journal de la semaine avec au sommaire le quartier Terminus et les producteurs de pays à table, la suite de notre rencontre avec les responsables de commission du comité des fêtes, une course qu'enfin beaucoup auraient aimé gagner, une exposition de voitures et aussi dans l'enfer du Dakar. Mais pour commencer, c'était dimanche dernier à la crypte Saint-Giron que dans le cadre des moments musicaux de Chalosse s'est produit le Constance Quartet. D'arriver sur scène, c'est finalement le partage qu'on attend en fait, parce qu'on partage des choses entre nous, dans le groupe, mais on partage ce qu'on a nous découvert entre nous, on le partage après avec le public et c'est des moments magiques qu'on peut juste vivre au moment des concerts, donc heureusement qu'ils sont là. J'ai beaucoup de plaisir à jouer à Jetmo, je trouve le lieu magnifique. Et cette crypte est vraiment, elle a vraiment une acoustique, c'est vraiment, ouais, c'est très intimiste, il y a une proximité avec le public qu'on n'a pas forcément dans les grandes salles. Donc moi j'ai beaucoup apprécié. Dimanche, de nombreux convives avaient répondu à l'invitation du quartier Terminus.
Je suis le vice-président du quartier Terminus. Nous organisons le méchoui du quartier sous les ombrages du Baltrap, route de Montségur. Et nous sommes très satisfaits aujourd'hui d'avoir beaucoup de monde, des gens de l'extérieur, des gens de tout le quartier. Nous avons la chance d'avoir une très belle journée sous les ombrages. Et j'espère que pour les années à venir, nous allons continuer à faire ce méchoui et qu'il y aura autant de monde du quartier et de l'extérieur. À Orsarieux, mardi soir, malgré une chaleur étouffante, de nombreux courageux sont venus déguster le repas du producteur. On est même venu d'Alsace à pied. Pourquoi vous êtes à Orsarieux ce soir? C'est toute une histoire, c'est parce qu'en fait nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques et sur ce chemin, il y a une part de magie qui fait que chaque jour, des rencontres se font, des histoires se nouent et nous sommes ici ce soir parce qu'une histoire a eu lieu. Voilà. Et est-ce que vous êtes satisfait de cette soirée? Et oui, parce que pour nous qui venons de si loin, c'est très... Pardon. Et oui, c'est toute la culture. Et alors ce matin, lorsque nous étions sur le chemin, on voyait les affiches nous annonçant cette Le repas des producteurs. Et on lisait le repas des producteurs. Et est-ce que ça existe à Nancy? Quand on montait sous la chaleur, sous le cagnard, on rêvait à ça, au poulet grillé, à la viande, au canard. Et arrivé en haut, on rencontre un garçon qui voit qu'on est très fatigué, qu'on n'en peut plus et qu'on a chaud, et qui nous offre de l'eau et un peu d'ombre. Inévitablement, on s'est dit on va passer la soirée ici. À Orsarieux. Super. On les habille. Et demain vous reprenez le chemin? Et on reprend le chemin. Tous les jours, on reprend le chemin. C'est très particulier pour nous parce que dans notre région, ça n'existe pas du tout ce genre de choses. Donc c'est très agréable. C'est le sud-ouest. Sud-ouest, on a joué au jeu de pied. Et ils ont gagné une bouteille au pied que je leur remets là. Voilà. Bravo. C'est le sud-ouest, c'est le sud-ouest. Et qui marquera nos chemin très sincèrement. Qu'est-ce que tu veux que je te rappelle? On l'a gardé dans notre crédentiel. Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? La petite affiche. Il n'y a pas de foie gras pour aller par là? Avec qui aura cette soirée-là. On emporte avec nous. Et enfin, vous savez, on a traversé toute la France en biais à pied. Des villages, des petites villes où il n'y a plus rien, ni personne. On en a vu beaucoup. Donc c'est très chanceux pour vous tous et pour nous ce soir d'avoir le bonheur d'être là et de participer à une fête comme ça. Parce que ça veut dire que vous avez de la vie, conservez-la longtemps parce que c'est précieux et il en manque beaucoup dans les villages de France. Le Club Méca Passion organisait dimanche matin son traditionnel rassemblement mensuel sur le parking du centre commercial du Petit Reil.
La suite de notre rencontre avec les responsables de commission du comité des fêtes. Je suis Alain Dufaux, président de la commission taurine d'Agenmaux depuis d'ailleurs une dizaine d'années. Voilà, donc le programme taurin pour cette année, ce sera d'abord l'AKPA à 11h le samedi matin 3 août. Alors c'est Richard Millian avec ses élèves d'Adora Afición qui viendra et qui en plus commentera face à des Herales donc, et des Becerra de Almenserena, cette KPA qui est ouverte à tous et surtout pour faire de la publicité pour les jeunes et les très jeunes d'ailleurs, c'est gratuit pour le samedi matin. Le samedi après-midi, c'est la traditionnelle Noviada non piquée, non moins traditionnelle avec le levage de Almenserena des Firebats à Auris qui chaque année nous donne vraiment satisfaction. De l'origine, au niveau des Cementas, c'est du Garci Grande, au niveau des vaches, c'est Luis Algara. Voilà, donc on a choisi cette année encore une fois plutôt des noviros d'expérience cette année donc avec Christian Parero qui en réalité est de Chicana en Andalousie où on l'avait vu d'ailleurs notamment à la télévision andalouse lors des finales de Noviada l'an dernier et l'année avant il avait gagné le prix de meilleur bécériste andalou en 2017. Du côté des Noviero, donc Christian Parero, il est revenu sur Béziers maintenant, à l'école taurine. Il a triomphé à Boug, voilà, c'est le meilleur actuellement, certainement. Solalito, il est déjà venu l'an dernier, il avait coupé une oreille l'an dernier. C'est un chevronné qui risque de passer en piqué assez rapidement. Solalito, le Nîmois. Et enfin, Jean-Baptiste Luc, c'est un peu le régional de l'étape de Mugron, qui a superbement tauré des Almenserena à Mugron, et qui donc va remontrer toute sa classe qu'il a avec l'école taurine de Richard Millian. Le dimanche, c'est la Noviada piquée. Cette année, on change. On n'a pas du Santa Coloma. On a plutôt d'origine Domecq par Ben Torrio et Luis Algara. C'est Monte Alto. C'est un élevage fétiche de Madrid et des alentours au niveau des Noviadas. Ils permettent les triomphes. Ils permettent aussi... il y a des difficultés quand même dans cet élevage où finalement on aura certainement du taureau, du trapillo, des cornes aussi, mais on espère aussi bien sûr de la noblesse, comme ils l'ont prouvé encore l'an dernier et encore cette année à Madrid. L'un des meilleurs élevages qui est sorti en Noviada, sinon le meilleur, et à Valence tout dernièrement. Et enfin, bien sûr, au niveau des Noviero, il fallait quand même des punteros, on les prend toujours, au moins ceux qu'on voit un peu en début de saison aussi. C'est pour ça que on a éliminé certains qu'on n'avait pas vus depuis le début de saison. Voilà. C'est donc Rafael González, c'est le seul qui a coupé une oreille cette année à Madrid. L'an dernier, il a coupé 2 oreilles et fait 2 vueltas sur Tour Noviada. C'est un grand torero. Il est actuellement plutôt très bendiste, mais aussi il est bien sûr classique. Il a de la technique. C'est vraiment la présentation en France. Et c'est un Noviero chevronné incontestablement. Ensuite, Diego Saroman, lui, c'est un Mexicain qui l'an dernier a coupé 4 oreilles et une queue avec le Monte Alto, ça nous a quand même fait appel. Il a été gravement blessé à Nîmes l'an dernier, il est revenu à Nîmes cette année, il vient de couper une oreille à la feria de Nîmes. C'est sur Madrid, il a eu un Fuentembro très difficile où il s'est arrimé, comme on dit, en luttant et surtout en avait beaucoup de courage. Il a pris 2 ou 3 volteretas, mais c'est certainement un peu, il est peut-être casse-cou un petit peu, mais aussi très technique le Mexicain, puisqu'à la cape, comme tout Mexicain, il est capable de faire des passes enjolivées. Et enfin, Manuel Dios de Logarde, on le connaît depuis quelques temps, c'est certainement celui que pour le Campocharo à Salamanque, on attend beaucoup. C'est un Noviero de grande qualité, on l'a vu en Noviada San Picador dans le sud-ouest, où il avait triomphé la plupart du temps. L'an dernier, il a fait une série de Noviada triomphales en Espagne. Il a coupé partout, il a coupé de tête, je crois que c'est 24 oreilles sur une Noviada, ce qui est remarquable. Et notamment, il avait coupé aussi 4 oreilles des Monte Alto, les Monte Alto qui retrouveront donc à Agenmaux. Et cette année, il a coupé à Garlin.
Il a grimpé à Garlin à la Noviada, ce qui n'est pas rien. Et enfin, surtout à Séville, dernièrement, où il a eu 2 Vueltas fêtées sur 2 novillos, où il a été remarquable. Il a enchanté Séville parce qu'il est capable du tremendisme. Il est surtout capable de faire passer ses taureaux nobles et d'avoir une certaine classe, ce qu'aiment bien sûr les Sévillans. Et il a été pratiquement le triomphateur des Noviadas sans picador les Noviadas piqués de Séville cette année. C'est vraiment le novillero à voir, voilà. Donc les cartels qu'on espère intéressants. Les choix sont toujours difficiles et donc sur une centaine de novilleros, il en faut 3 et on pense avoir mis pratiquement les 3 meilleurs. Dans les années 90, l'équipe d'Agenmo en rugby jouait au plus haut niveau, les usines tournaient à fond et on avait un médecin qui gagnait des étapes du Paris-Dakar et on trouvait ça normal. On débute aujourd'hui une nouvelle rubrique, témoignage. Aujourd'hui, Jean Boucher. Bon, bonjour Jean. Bonjour Pascal. Merci de nous recevoir, merci de recevoir Canal Achat dans ce beau pays basque, voisin et néanmoins ami. Merci de nous faire partager ton expérience de pilote du Rallye Dakar, mais d'abord je voudrais bien te demander comment ça va? Bon, mais ça va bien, je récupère, je gère mes séquelles avec la volonté que j'ai, donc ça va bien. Tu étais pilote de Paris-Dakar, de quelle époque à quelle époque? Alors j'avais commencé en 82 avec mon beau-frère qui m'avait gentiment invité à participer. Et puis j'y ai pris goût et puis après j'ai continué pendant 10 ans avec ma propre voiture. J'ai commencé, je me suis adressé d'abord à Dédé Corot de La Benne qui préparait de très bonnes voitures. Donc pendant 4 ans j'ai fait avec lui, 2 années sur un Mercedes qui m'avait préparé, 2 années sur un Toyota. Alors j'ai tout de suite eu des résultats. Dès que j'ai commencé, j'ai été toujours dans les 9/10e, c'est-à-dire le premier privé après toutes les voitures d'usine. Ce qui fait qu'après en 88-89, j'ai voulu m'équiper mieux. J'ai pris un range similaire au range d'usine qui faisait 350 chevaux. Et c'est là que j'ai commencé à faire des résultats en me mêlant directement au milieu des pilotes d'usine. Alors j'avais un excellent copilote navigateur qui était un bon mécano et j'avais un bon mécano aussi qui m'accompagnait soit en camion derrière, soit en avion, qui était d'Agenmo, qui était Jean-Claude Dupin, qui était un mécano absolument hors pair, qui a fait des exploits pour réparer ma voiture la nuit, et qui m'a permis notamment en 88 de gagner une étape devant Vatanen et Tambay, ce qui avait permis à Toyota et Nissan de m'appeler pour me demander de piloter pour eux. Voilà, on s'était battu un petit peu avec Vatanen et Tambay. On avait fait une première étape qu'on avait gagnée avec une navigation hors pair de mon copilote. Et l'étape suivante, j'avais fait du pilotage pour essayer de leur tenir tête et ça s'était bien passé. Donc tu as été pilote d'usine en véhicule de série ou en prototype du coup alors? Alors en gros il y a essentiellement deux catégories de véhicules, les prototypes où là le cahier des charges est totalement libre, hormis les problèmes de sécurité, et les catégories T1 qui sont très très proches des voitures de série, avec tout de même des surmotorisations et des sursuspensions, mais très proches des voitures de série. Donc quand j'ai été privé, les 6 premières années, j'ai couru avec des prototypes qui étaient pas loin des véhicules d'usine, mais pas suffisamment proches. Et quand Nissan m'a pris, ils m'ont pris en catégorie T1. Donc j'ai tout gagné dans la catégorie T1. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que j'avais plus rien à prouver. Et en catégorie T3, il n'y avait que 2 usines, c'était Citroën et Mitsubishi. Et ils avaient chacun leurs 3 pilotes attitrés, donc il n'y avait pas de place pour moi. Voilà, alors déjà depuis 85, j'avais fait plusieurs fois le Maroc, plusieurs fois l'Égypte. J'avais fait 3 fois la Barra espagnole aussi.
Donc j'avais un programme qui était un petit peu chargé, que j'ai continué quand Nissan m'a pris comme pilote. J'ai fait chaque année, je faisais le Dakar, ensuite le rallye de l'Atlas au Maroc, ensuite le rallye des Pharaons en Égypte. Alors après avoir gagné, j'ai gagné une fois le Maroc, j'ai gagné une fois l'Égypte, j'ai gagné une fois le Paris-Dakar en catégorie T1 chez Nissan en 91 et après j'ai été pris pour le Paris-Moscou-Pékin en 92 que j'ai gagné aussi pour Nissan en T1. Et après j'ai arrêté définitivement le pilotage. Alors après j'ai fait un stand-by de 4 ans et après je suis reparti comme médecin. Hubert Auriol, qui avait la direction de course à ce moment-là, m'a confié l'infrastructure voiture. Et donc je me suis occupé de ça comme médecin. Donc je naviguais la nuit et je récupérais les blessés avec d'autres médecins. Ça a été une très grande expérience qui s'est terminée malheureusement par une prise d'otage avec une Kalachnikov sur le ventre pendant toute une nuit. Et puis ça a signé l'arrêt de mon départ en Afrique. Est-ce que tu peux nous dire quel était le meilleur souvenir du Paris-Dakar ou Paris-Pékin? Puisqu'en fait, tu as parlé de l'Égypte aussi, de tous les rallyes que tu as fait. J'ai pas de meilleurs souvenirs, j'ai que des bons souvenirs. C'est 100% de bons souvenirs avec des difficultés, de la volonté, de la souffrance, parce que c'était des épreuves très très difficiles où il fallait s'engager énormément. Mais c'est que du bonheur. En 1970, M. Despontin filmait le passage du Tour de France à Agenmo. En 1961, il était là aussi pour la course des trottinettes. En voici quelques images.
Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Pensez au pouce bleu, pensez à partager. À la semaine prochaine.